Monsieur Jean-Noël Fissinger, bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous dans cet instant académique à l'Académie du Royaume du Maroc. Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste de médecine vasculaire, vous êtes à l'Académie nationale de médecine, vous en êtes le président. Alors, précisément, cet entretien, c'est pour faire d'abord connaissance avec vous, connaissance avec votre spécialité, vos motivations. Commençons par vos motivations. Comment est né d'abord le souhait de faire de la médecine et après plus spécifiquement la médecine vasculaire? J'ai honte de le dire, mais ma motivation de faire ma médecine était génétique. Presque. Puisque je suis la 6e génération de médecins sans discontinuité et que mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient déjà membres de l'Académie de médecine. Ah oui, d'accord. Donc, étant le fils aîné, les choses étaient faites, je devais faire ma médecine. Et je ne l'ai pas regretté. Voilà, c'est important que ça ne soit pas une imposition. Je n'ai pas été contraint de le faire. Mon père et ma mère étaient également médecins, donc c'était tout à fait naturel. La deuxième chose, c'est qu'en arrivant à l'internat, j'ai été dans le service du professeur Édouard Rousset, qui était à l'origine, qui ouvrait son service de médecine interne à l'hôpital Broussais, et que M. Rousset, parce qu'il était lié avec un chirurgien d'une chirurgie naissante qui était la chirurgie vasculaire, m'a dit: les chirurgiens vasculaires, ils ont besoin d'un médecin pour les aider, et ce serait bien que tu t'occupes de ces malades-là. J'ai eu la chance, dès le début, d'avoir un homme extraordinaire qui opérait dans l'hôpital mitoyen de l'hôpital Broussais, l'hôpital Saint-Joseph, le professeur Jean-Michel Cormier. Et le professeur Jean-Michel Cormier, qui était très exigeant, m'a appris la médecine vasculaire. Et j'ai connu l'époque où les grandes salles de Saint-Joseph étaient remplies de malades qu'on allait amputer. Et on ne pouvait pas ne pas se dire que dans certains cas, la médecine était défaillante en amont. Alors, précisément, vous dites la médecine vasculaire naissante, c'est-à-dire que pendant longtemps, les patients n'avaient que l'issue fatale de la gangrène et de l'amputation? La réalité, c'est que la spécialité cardiologique s'appelait cardiovasculaire. Oui. Que la cardiologie était en pleine explosion et ils n'avaient pas le temps de s'occuper du vasculaire. Ah. Ah oui. Quand vous dites en grande explosion, c'est-à-dire toutes les découvertes le développement de la coronarographie, des stents, tout ça. C'était le moment où ça naissait, ils se diversifiaient. Il y avait les rythmologues, les cardiologues interventionnels, enfin tout ce qu'on... Au point d'oublier le vasculaire. Ça n'avait jamais... À dire le vrai, ça n'a jamais passionné les médecins de soigner les gangrènes. Ah oui. Oui. Et donc ces malades, le service de cardiologie ne les prenait pas. D'abord parce qu'il y avait un risque infectieux, ces gangrènes sont infectées. D'autre part, quand ça se termine par une amputation, c'est jamais passionnant. Et donc, il les laissait dans les services de médecine interne qui ne savaient pas quoi en faire. Et donc, très vite, grâce à Jean-Michel Cormier, m'est venue l'idée, le désir de développer une spécialité médicale pour prendre en charge les maladies artérielles. Quand on dit maladies vasculaires, maladies artérielles, les artères, les veines, vous avez parlé des gangrènes et des amputations. Il y a cette double branche, artères et veines. Alors, les artères, c'était très simple. C'était vraiment l'idée qu'on pouvait, avec des soins médicaux de qualité, éviter un certain nombre d'amputations. Parce que la médecine de l'artériopathie des membres inférieurs, qui empêchait les gens de marcher, qui aboutissait à la gangrène, n'avait en réalité pas de traitement, sinon un certain nombre de placebos. Jusqu'à quand, à peu près, pas de traitement? Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux maladies vasculaires vers les années 75. Et à ce moment-là, on a commencé à essayer de dissoudre les thrombus par ce qu'on appelait des thrombolytiques. Et là, on était en avance parce que j'étais allé aux États-Unis pendant 3 mois à Boston et j'avais découvert qu'on pouvait faire des thrombolytiques, qu'on pouvait faire du Doppler. C'est quoi le thrombolytique? Les thrombolytiques, c'est des substances qui dissolvent les caillots. D'accord. Et donc, la première idée avec Jean-Michel Cormier, c'était un malade qui bouge brusquement une artère. Si on fait un thrombolytique, on peut déboucher l'artère et sauver sa jambe. C'est déjà énorme. Les cardiologues, après ça, ont découvert les thrombolytiques 5 ans plus tard. Au moins 10. Et je ne parle pas des neurologues, ça a été 20 ans plus tard. Parce que eux, c'est une arrivée vers le cœur du problème que vous résolvez à la base. Et ils ont profité de
de nos désillusions et des risques de la thrombolyse, parce qu'effectivement, c'est un risque hémorragique majeur. Ah. Et donc, au début, on a eu beaucoup de soucis. Et d'ailleurs, nous, dans les artériopathies des membres inférieurs, on a rapidement arrêté ce traitement parce qu'il y avait trop d'accidents hémorragiques. Et il était remplacé par quoi? Eh bien, alors, c'est l'évolution de la médecine. Il y a eu l'apparition de la thrombectomie, c'est-à-dire que le radiologue ou le chirurgien vasculaire aspire le thrombus avec une sonde. Et puis après ça, il y a eu les stents. C'est exactement le parallèle avec la cardiologie. D'accord. J'ajoute que ça correspond également à la neurologie, puisque Marie-Germaine Bousser a commencé à utiliser les thrombolytiques dans les accidents carotidiens, puisque c'était des artères comme les nôtres, avec les mêmes problèmes, elles se bouchaient, elles envoyaient des caillots, et qu'au début, ils ont eu beaucoup d'accidents hémorragiques, et qu'il a fallu longtemps pour arriver à des protocoles standards. Mais nous, entre-temps, on l'avait arrêté dans les artériopathies des membres inférieurs. Et toujours ma même question, remplacé par quoi? Alors, on les remplace actuellement, on les remplace par des gestes par la chirurgie vasculaire qui a beaucoup progressé, et surtout par les gestes endovasculaires où on débouche l'artère et on met un stent. Ah. Et ça a complètement transformé. Car au début de notre histoire, il y avait les gangrènes, dont il fallait s'occuper médicalement pour essayer de cicatriser les plaies. Mais il y avait des gens qui ne pouvaient pas marcher 50 mètres dans la rue sans pouvoir s'arrêter. On n'avait aucun traitement à leur proposer. Et lorsqu'on a pu mettre des stents dans les artères des membres inférieurs, les gens ont guéri de leur claudication. Extraordinaire. Et quelle est la place et la part des traitements anticoagulants? Alors, dans les artériopathies des membres inférieurs, il est très faible. Il est très faible. Et c'est ça qui nous a amené à nous intéresser à la pathologie veineuse. Car non seulement... Après les artères, les veines. Après les artères, les veines. Comme j'avais fait de la recherche quand j'étais interne en assistant de biochimie, il nous est rapidement apparu qu'on avait la chance, dans le service de M. Housset, d'avoir une unité INSERM et un centre Claude Bernard de recherche. Au début, j'ai travaillé à l'unité INSERM où il y avait le professeur Ménard et le professeur Corvol qui travaillaient sur le système rénine-angiotensine. Et j'ai eu la chance d'avoir dans l'équipe de Brousset, elle n'était pas professeur à l'époque, le docteur Martine Ayache, pharmacienne, qui était passionnée de biologie et d'hémostase, puisque c'est la coagulation. Et donc, on a créé ensemble un centre Claude Bernard de recherche sur les maladies vasculaires qui, en fait, était centré sur la thrombose veineuse, comment traiter la thrombose veineuse. Et à cette époque, on a découvert une forme familiale, la première qu'on n'ait jamais vue, enfin nous en tout cas, et on est parti à l'époque, c'était comme ça, par le train en Vendée pour voir si dans la famille, on nous avait dit, il y en a d'autres dans la famille. On a dit, on va aller reprendre le sang dans la famille. Il n'y avait pas toutes les lois actuellement sur la formation des patients. Et donc, effectivement, on a décrit une anomalie moléculaire qui maintenant est extrêmement classique, le déficit en antithrombine 3, avec une mutation génétique qui faisait que les gens mouraient d'embolie pulmonaire. Alors, c'est extraordinaire, c'est-à-dire, je vous écoute et je me dis, voilà, quelqu'un qui essaye de soulager des patients, qui part de la clinique, qui regarde ce qui se passe comme technique à sa disposition et qui peut petit à petit de la clinique, il va du côté de la recherche, il découvre des mutations génétiques, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre la clinique et la recherche. Moi, je pense que c'est plus qu'une continuité, c'est une simultanéité. Parce qu'on a eu la chance, après ça, l'hémostase a pris son essor et Martine Ayache a créé une unité INSERM, donc je suis resté dans son unité, mais au début ça se passait dans le service. C'est-à-dire que le malade était hospitalisé, il y avait un petit laboratoire, il suffisait de traverser le couloir pour pouvoir faire les dosages, pour voir si la coagulation était... Et la place de la génétique? Et c'est là où on a commencé, le premier cas, on l'a analysé là, en séquençage avec des élèves de M. Caen d'ailleurs, qui étaient associés au travail. Et à cette époque est apparue une révolution, les héparines de mappement moléculaire. Et les héparines de mappement moléculaire permettaient de traiter par une injection ce qui autrefois faisait l'héparine, où on était obligé de la faire avec la seringue électrique par voie continue. Et donc, on a pu à cette époque montrer que c'était très efficace et surtout que l'on pouvait se dispenser d'hospitaliser beaucoup de patients. Vous aviez une thrombose veineuse, on faisait un Doppler, puisque le Doppler est apparu à cette époque-là. Ça consiste en quoi? C'est des ultrasons qui explorent la veine pour voir si elle est bouchée ou pas bouchée. Et donc, à ce moment-là, par les héparines de mappement moléculaire, on pouvait les traiter en ambulatoire.
Et ça a supprimé notre recrutement hospitalier de thrombose veineuse a fondu comme neige au soleil. Et oui, c'est ça. Mais c'était très bien. Oui, au bénéfice du patient. Au bénéfice du patient. Et la deuxième révolution qui est survenue après, c'est les anticoagulants par voie orale. Car une fois qu'on avait réglé le problème de l'héparine qui donnait quelques accidents, pour ne pas dire plusieurs, de nombreux, on a les antivitamines K, qui étaient le Syntron, le Préviscan, donnaient énormément d'accidents. C'était la première cause d'accidents iatrogènes et de hospitalisation. Vous citez des molécules précises. Oui. Eh bien, quand on a vu apparaître les nouveaux anticoagulants par voie orale, l'Eliquis, d'autres, eh bien, on a diminué le risque hémorragique. Les malades prenaient ça par voie orale, et donc le traitement de la thrombose veineuse actuellement, qui autrefois était compliqué, il fallait faire une phlébographie en injectant du produit dans les veines, il fallait les mettre à l'héparine à la seringue électrique. Maintenant, vous prenez vos comprimés, et ça vous permet de vous traiter au long cours et d'assurer un suivi des patients pour éviter qu'il y ait de récidive. Car le problème des thromboses veineuses, c'est le risque de récidive. Ah oui. Parce qu'on arrête les anticoagulants, on vous laisse sortir de l'hôpital, si on ne vous donne rien, vous avez 20% de chance de faire une récidive dans les 2 ans. Alors les récidives, les thromboses veineuses, c'est ce qu'on appelle communément la phlébite. C'est ce qu'on appelle la phlébite, ce qui n'est pas dramatique, mais ça donne des embolies pulmonaires qui peuvent être mortelles. Et oui, c'est ça. Et donc, ça remonte. Et ça remonte, le thrombus remonte. Et donc, avec les nouveaux anticoagulants, on a réglé pratiquement le problème de traitement. Et quelqu'un qui a fait 2 thromboses veineuses successives, on le traite à vie aux anticoagulants, comme les cardiologues traitent au long cours. L'hypertension. Non, l'hypertension bien sûr, mais la fibrillation auriculaire. Ah, oui. Si vous êtes en fibrillation auriculaire, vous serez aux anticoagulants jusqu'au reste de vos jours. Oui, oui, oui. Et donc, mais je voudrais quand même... Mais cette chronicité des maladies est bien sûr beaucoup moins grave que l'aspect fatal qui frappait de mort tous ces patients. Eh bien, j'en arrive, si vous voulez, à un point très important, c'est le problème éthique. Car... quand vous avez une personne âgée qui a une gangrène, lui proposer une amputation de cuisse, est-ce qu'il faut arrêter les soins? Oui. Ou est-ce qu'il faut l'amputer? Et comment lui annoncer le choix? Et comment lui annoncer les choix et comment annoncer les choix à la famille? Or ça, avec la population de l'époque, qui a beaucoup changé maintenant, c'était un problème quotidien. Que les chirurgiens vasculaires avaient opéré cette personne, n'avaient rien pu faire parce que les artères étaient trop malades. On nous le transférait, il souffrait abominablement, les pansements étaient très compliqués à faire, très longs, très douloureux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Il est de la responsabilité du médecin de faciliter la vie du patient, de penser non seulement aux techniques réparatrices, aux médicaments, mais aussi à la forme de vie qu'il peut mener après, compte tenu de tout cela. Et comme vous dites si bien... Après, s'il est amputé, qu'est-ce qu'il deviendra? Et donc, comme à l'hôpital Pompidou, puisque de Broussonne était passé à Pompidou, il y avait un service d'insuffisance rénale, et une des manières de finir leur vie des insuffisants rénaux en dialyse, c'est la gangrène. C'est cela. Et la gangrène, et à ce moment-là, est-ce qu'on arrête la dialyse? Ou est-ce qu'on continue la dialyse et on essaye de sauver la jambe? C'était un dilemme permanent, et avec l'équipe dont j'étais responsable à Pompidou, on a fait beaucoup de réunions avec les infirmières et avec des avis souvent très différents. Et oui, c'est la collégialité qui est importante. La collégialité pour savoir quelle politique générale on avait. On ne peut pas décider seul. Non, c'est impossible. Un mot sur l'Académie avant de finir, on arrive au terme de cet entretien passionnant. L'Académie, vous en êtes président maintenant, l'Académie de médecine, vous vous occupez de divers sujets, mais il y a une unité, un intérêt commun. Vous avez parlé de l'éthique, il y a aussi, comment dirais-je, suivre l'évolution des techniques, suivre la vie des patients, alors même que c'est bien sûr dans un cadre, comme le dit si bien son nom, académique, mais c'est extraordinaire. Vous êtes avec des collègues qui ont tous une grande expérience et une dextérité professionnelle. Comment ça se passe, en un mot? En un mot, j'ai eu la chance d'être élu à l'Académie de médecine en 2000. J'ai donc 24 ans à l'Académie de médecine. 25 25. Et c'est le moyen de continuer à apprendre de la médecine, alors que la médecine évolue à une vitesse
stupéfiante. Merci, c'est parfait. Merci, monsieur Fissinger, monsieur Jean-Noël Fissinger. Merci de votre présence ici aujourd'hui à l'Académie du Royaume du Maroc. Merci de votre visite à cette académie. Merci de votre engagement auprès de nous en tant que médecin, en tant que médecin spécialiste de médecine vasculaire et en tant qu'académicien, bien sûr. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci.